Du côté de l'opposition, il l'a été très tôt. Étudiant militant, emprisonné, professeur syndiqué, fondateur du parti FPI. Mais la France a tort. J'ai dit que la France a tort. Que répondez-vous au chef de l'État français? C'est inacceptable. Le 11 avril 2011, 6 mois après sa défaite, lors d'une élection supervisée par les Nations Unies, Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, a été expulsé de son banquier présidentiel par une alliance de soldats rebelles soutenus par l'armée française et l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a été battu lors du second tour de scrutin entre lui et le candidat de l'opposition, Alassane Ouattara. Mais Gbagbo a refusé de s'avouer vaincu et de quitter son poste. Des violents affrontements ont éclaté entre les partisans des deux candidats et des violations massives des droits de l'homme ont été commises dans ce contexte. La Côte d'Ivoire était dès lors au bord de la guerre civile. Dans cet épisode, nous allons couvrir l'ascension et la suite de Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire qui a refusé de céder le pouvoir. Laurent Gbagbo est né dans une famille catholique dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire le 30 mai 1945. C'était un peu plus de 15 ans avant que la nation ivoirienne ait gagné son indépendance. À cette époque, la Côte d'Ivoire était encore le joyau de la couronne française des colonies d'Afrique de l'Ouest. Son peuple était officiellement des sujets français. Le français est devenu la langue officielle et la capitale commerciale. Abidjan a acquis la renommée de Paris de l'Afrique. En juin 1965, Laurent Gbagbo a obtenu son diplôme d'études secondaires du collège traditionnel d'Abidjan. Après avoir terminé sa première année à l'université d'Abidjan, Gbagbo a décroché une bourse pour l'université de Lyon, en France, pour étudier le latin grec et le français. Il n'a pas pourtant emprunté ce chemin. Il est resté en Côte d'Ivoire pour terminer ses études de premier cycle à l'université d'Abidjan, obtenant un diplôme en histoire en 1969. Pendant ce temps, Laurent Gbagbo est apparu comme une voix de premier plan de la résistance et s'est profondément impliqué dans les activités politiques de son pays. Depuis qu'elle a obtenu son indépendance de la France, la Côte d'Ivoire était dirigée par le président Félix Houphouët-Boigny, qui régnait sous un système politique essentiellement à parti unique. Le jeune Laurent Gbagbo a dénoncé cette indépendance partielle enregistrée par son pays et a exigé que la véritable indépendance, y compris économique, soit mise en œuvre démocratiquement. En conséquence, Gbagbo a été arrêté pour ses activités d'organisation politique en 1969. Après avoir passé 2 semaines en prison, Laurent Gbagbo est parti en France et a terminé des études en art et histoire à l'université de Paris en 1970. La même année, il retourne en Côte d'Ivoire pour enseigner l'histoire et la géographie à l'université d'Abidjan. En l'espace d'un an, Laurent Gbagbo se retrouve à nouveau en difficulté pour avoir participé à des syndicats d'enseignants et à des publications que le gouvernement a jugées subversives. Par conséquent, Laurent Gbagbo a été arrêté le 30 mars 1971 et a été emprisonné sans procès au camp militaire de Séguéla. Après sa libération en janvier 1974, Laurent Gbagbo a brièvement travaillé pour le ministère de l'Éducation la même année. Laurent Gbagbo est devenu chercheur pour l'Institut d'Histoire, des Arts et d'Archéologie à l'Université d'Abidjan. En 1977, Laurent Gbagbo a pris une pause de sa responsabilité dans cette institution pour terminer ses études doctorales à l'Université de Paris-Sorbonne. Après avoir soutenu avec succès sa thèse de doctorat, il a obtenu son doctorat en juin 1979. De retour à ses fonctions à l'Institut d'Histoire et des Arts, Gbagbo a été nommé directeur de l'Institut en 1980, poste qu'il a occupé pendant 2 ans. Au cours de son mandat à l'Institut, la réputation de dissident de Laurent Gbagbo a continué de croître. Laurent Gbagbo a rejoint le mouvement syndical et est devenu un critique sévère du président Félix Houphouët-Boigny. Gbagbo a continué à être très critique à l'égard du système essentiellement à parti unique de son pays qui avait concentré le pouvoir politique entre les mains de Félix. En 1982, Laurent Gbagbo a commencé son organisation d'infiltration du Front populaire ivoirien. Il a également publié et distribué secrètement un discours qui critiquait le gouvernement. Ce discours appelait à un système multipartite. Toutes ces activités par Laurent Gbagbo a rendu furieux le président Houphouët-Boigny. À cause de l'augmentation sous contrôle gouvernemental, Laurent Gbagbo s'est exilé volontairement en France en 1982. Il a continué à s'organiser depuis l'étranger et en 1983 a conçu son plan de réforme. Il a obtenu l'asile politique de la France en 1985. Cependant, l'année suivante, le nouveau Premier ministre François-Jacques Chirac, mécontent des activités socialistes de Gbagbo en France, a fait pression sur lui pour qu'il quitte la France.
France. Dans la semaine qui a suivi, Gbagbo a été renvoyé en Côte d'Ivoire. Son parti, FPI, a tenu un congrès inaugural et l'a élu secrétaire général du parti. Malgré les intimidations des membres du Parti démocratique d'Houphouët-Boigny, le FPI de Gbagbo a tenu un autre congrès en 1989. Finalement, en avril 1990, Félix Houphouët-Boigny a succombé à la pression extérieure de la communauté internationale et a annoncé que le multipartisme des élections auront lieu pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et se présentant ainsi comme le défenseur des opprimés, Laurent Gbagbo avait Félix Boigny comme seul adversaire sur le bulletin de vote. Malheureusement, Gbagbo a été vaincu de manière retentissante, gagnant qu'un peu plus de 18% des voix par rapport à Houphouët-Boigny. Gbagbo a déclaré que l'élection était truquée et la Cour suprême a refusé d'examiner leur demande de nouvelles élections. Laurent Gbagbo et 8 autres membres du FPI ont cependant réussi à gagner des têtes à l'Assemblée nationale. Après les années 1980, la Côte d'Ivoire était considérée comme le pays le plus économiquement stable de l'Afrique de l'Ouest. Ses gains de développement reposaient sur l'exportation de cacao et de café. Le président Félix Houphouët-Boigny s'est fortement appuyé sur la main-d'œuvre immigrée des pays voisins pour aider à développer la Côte d'Ivoire, leur offrant toutes sortes d'incitations économiques, y compris la terre jusqu'en 1990. Ces immigrants n'avaient pas besoin de permis de séjour et ils jouissaient du droit de vote. Mais la chute des prix du marché routier pour le coco dans les années 1990 plonge le pays dans une crise profonde. Le prix du pétrole est monté en flèche, entraînant des troubles civils et des émeutes d'étudiants. En 1991, des manifestations à grande échelle ont éclaté dans la communauté universitaire à cause de la baisse des salaires. Ces manifestations ont été traitées brutalement par les forces de sécurité. Et plus tard, le chef d'État-major de l'armée de Boigny, le général Robert Gueye, a fait l'objet d'une enquête pour avoir autorisé la brutalité. Lorsque le président Félix Houphouët-Boigny a publiquement soutenu le général Gueye, déclarant que la force brutale employée contre les manifestants était nécessaire, plus de 20 000 manifestants sont descendus dans la rue et ils ont été menés par Laurent Gbagbo. 3 jours plus tard, Laurent Gbagbo a été arrêté en vertu d'une loi qui prévoyait que les meneurs de troubles publics pouvaient être tenus personnellement responsables. À la suite de cela, Laurent Gbagbo a été condamné à 2 ans de prison. Mais après 4 mois, le président déclara l'amnistie pour toutes les personnes impliquées. Laurent Gbagbo a été libéré le 31 juillet 1992. Le 7 décembre 1993, le président Félix Houphouët-Boigny est mort d'un cancer de la prostate. Il est remplacé par Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara comme Premier ministre. Par la suite, le nouveau président Henri Konan Bédié a agi rapidement pour neutraliser Alassane qu'il voyait comme un potentiel adversaire en introduisant une législation exigeant que tous les candidats à la présidence soient d'origine ivoirienne pure. Le président Bédié a renforcé cette décision en promouvant le concept de l'ivoirité. Ce concept n'a pas seulement exclu les élites de se présenter aux élections, bien qu'il ait été également redéfini, la citoyenneté et la nationalité plus largement pour les Ivoiriens ordinaires, à l'exclusion de ceux qui étaient étiquetés comme étant de la baie de Burkina Faso ou d'ascendance mandingue, principalement des populations de la partie du nord du pays. Ce principe de variété a redéfini l'éligibilité à participer à la politique ivoirienne, limitant la participation à ceux qui étaient vraiment de la Côte d'Ivoire. Alors que le président Bédié affirme que le concept d'ivoirité visait uniquement à créer un sentiment d'unité culturelle parmi le peuple de la Côte d'Ivoire, en réalité il a adopté comme justification pour garder Alassane Ouattara et son parti hors de la politique. Alassane Ouattara vivait aux États-Unis et dont le père était du Burkina Faso n'a pas réussi à se qualifier selon les nouvelles règles. En raison de nombreuses irrégularités électorales attribuées au président Henri Bédié, les partis de Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ont boycotté l'élection présidentielle d'octobre 1995. Les situations ont commencé à changer. L'économie du pays étant un modèle pour l'Afrique s'est dissoute. Le mécontentement est resté élevé dans la communauté universitaire et augmentait rapidement parmi les rangs militaires, surmenés et sous-pays. Cette stagnation économique et la poursuite de la politique identitaire par Henri Konan Bédié ont abouti à un coup d'État en 1999, dirigé par le général Robert Gueye, qui a promis de nouvelles élections dans les 6 mois à venir. Il arrache le pouvoir aux héritiers corrompus de l'ancien président Houphouët-Boigny. Il libère des opposants et s'engage à rendre le pouvoir une fois passé, je cite, un bon coup de balai. Henri Bédié et sa famille ont été contraints de fuir, bien que le général Robert Gueye ait promis des élections multipartites auxquelles il sera candidat. Il a confirmé la disqualification d'Alassane Ouattara sur la base du principe d'ivoirité. À la suite de l'exclusion d'Alassane Ouattara,
Laurent Gbagbo était de nouveau le seul candidat de l'opposition sur le bulletin de vote. Lorsque les résultats des élections anticipées indiquaient Laurent Gbagbo étant la gagnante potentielle, le général Gueye a rapidement dissous la commission électorale et a ordonné à un fonctionnaire du gouvernement de l'Intérieur de le déclarer gagnant des élections. Cette annonce a secoué le pays et des dizaines de milliers de personnes ont immédiatement envahi les rues d'Abidjan en signe de protestation. Alors que la violence se poursuivait au cours des jours suivants, la police parlementaire a fait défection pour rejoindre les manifestants, suivi par une partie des forces militaires. Finalement, le général Robert Gueye a été forcé de fuir et Laurent Gbagbo se proclama président. Il fut investi le 26 octobre 2000, mais ce n'était pas la fin des troupes de la Côte d'Ivoire. Les hommes de Alassane Ouattara exigeaient que les hommes qui avaient été systématiquement exclus de la politique aient aussi une chance. Le parti d'Alassane Ouattara a immédiatement appelé à de nouvelles élections afin qu'ils puissent être inscrits sur le bulletin de vote. La plupart de la communauté internationale a accepté, y compris les Nations Unies, l'Afrique du Sud et la plupart des pays occidentaux. Néanmoins, Laurent Gbagbo a affirmé qu'il était correctement élu en vertu de la constitution qui avait été approuvée par le peuple ivoirien. À la suite de quoi les musulmans en colère sont à nouveau descendus dans la rue, cette fois pour s'opposer au FPI de Gbagbo. Des foules de plus de 300 personnes ont été tuées dans les violences qui ont suivi. Avec cet avènement tragique, les graines de la guerre civile entre le nord et le sud musulman et chrétien a éclaté. Lorsqu'il a été élu président en 2000, Laurent Gbagbo continuera d'utiliser le concept de rédaction de l'ivoiriété pour le sien. Les objectifs politiques sont cependant l'exclusion de Ouattara et son parti de la vie politique. Son élan a fracturé la structure politique du pays et a divisé la Côte d'Ivoire entre le nord et le sud, selon des critères ethniques et religieux. Le nouveau président Gbagbo a adopté une position dure contre les nordistes en les excluant de son gouvernement. Une décision qui a encore aggravé les divisions nord-sud dans le pays. Cela a incité des éléments mécontents de l'armée à tenter un coup d'État. Infructueux en janvier 2001. Le 19 septembre 2002, Laurent Gbagbo était en France. Des troupes mutines sont descendues dans les rues de 3 villes. C'est parce que Laurent Gbagbo a tenté de démobiliser 2 contingents de l'armée ivoirienne recrutés pendant le court séjour du général Gueye dans le but de les remplacer par des nouveaux. Les recrues fidèles à Gbagbo, au moins 270 personnes sont mortes dans le conflit initial et aussi le général Gueye. Les forces loyalistes ont pu reprendre le contrôle d'Abidjan avant le 25 septembre 2002. Les forces rebelles ont rapidement pris le contrôle de la zone nord du pays. À la fin septembre, la Côte d'Ivoire était en pleine guerre civile avec les forces rebelles. Ces forces rebelles s'appelaient les forces romanes. Les forces rebelles gagnaient du terrain vers le sud lorsque la France est intervenue en envoyant des forces de maintien de paix. Cette intervention de la France a plongé le conflit dans une impasse virtuelle. L'armée ivoirienne a continuellement essayé de prendre le contrôle de la partie nord du pays et en novembre 2004, ils ont lancé une offensive pour reprendre cette partie du pays. Le président français Jacques Chirac a tenté en vain de dissuader Laurent Gbagbo d'intervenir et dans l'opération qui a suivi, l'armée ivoirienne a bombardé les forces françaises de la maintien de paix dans le bastion des rebelles du Nord et de Bouaké le 6 novembre 2004. Le gouvernement a déclaré que cette attaque contre les forces françaises n'était pas intentionnelle, mais les Français ont insisté sur le fait que l'attaque avait été délibérée. L'armée française a riposté et neutralisé l'armée de l'air ivoirienne et les tensions étaient élevées dans Abidjan où les Ivoiriens étaient fidèles à Laurent Gbagbo. L'opération de Laurent Gbagbo pour reprendre le nord du pays était un échec épique, mais Laurent Gbagbo s'est présenté comme le héros de l'Afrique qui avait tenu tête à la France. À son époque au pouvoir, chaque fois qu'il rencontrait des difficultés, Laurent Gbagbo blâmait les Français en général ou leur président particulier, Jacques Chirac, puis plus tard le président français Nicolas Sarkozy. Laurent Gbagbo les blâmait continuellement pour les problèmes auxquels son pays était confronté. Et quand il s'agit des pays francophones d'Afrique noire, quand la France parle, tous les autres suivent. Elle s'ingère, mais de la plus mauvaise manière. Toutes les résolutions qui ont lieu sur la Côte d'Ivoire à l'ONU, c'est la France qui écrit le draft. Entre-temps, Laurent Gbagbo a décidé de ne pas tenir de nouvelles élections en 2005 lorsque son poste de président a pris fin en disant que le pays n'était pas encore prêt. La Côte d'Ivoire est également restée dans un état de crise avec la division nord et sud de plus en plus forte. Pour remédier à cette crise, des initiatives de paix ont été adoptées, mais n'a finalement pas réussi à résoudre le conflit. En 2007, un accord de paix réussi a été signé à Ouagadougou au Burkina Faso. En vertu de cet accord de paix, Guillaume Soro, nordiste et chef d'Euroman, a été nommé Premier ministre tandis que Laurent Gbagbo a conservé la présidence. Cet accord, connu sous le nom de tribunal de Ouagadougou, stipulait la réforme de l'identification des nationalités controversées, un système jugé discriminatoire à l'égard des nordistes, considérés comme des immigrés et non des Ivoiriens.
Mais le processus en Côte d'Ivoire était resté bloqué. L'élection présidentielle a été reportée plus de 6 fois avant d'être finalement tenue en 2010. Alassane Ouattara a été autorisé pour se présenter à ces élections. Les élections qui se sont tenues en 2010 étaient censées remettre la Côte d'Ivoire sur la voie de la démocratie. Lors de ces élections, Laurent Gbagbo était en tête au premier tour de scrutin avec 38% des voix contre 32% pour Alassane Ouattara. Le reste des votes est allé à d'autres candidats dont l'ancien président Henri Bédié. Parce que personne n'a remporté la majorité absolue, les 2 meilleurs candidats ont été contraints à un second tour et tous les partis opposés se sont ralliés à Ouattara. La commission électorale indépendante a déclaré Alassane Ouattara vainqueur du second tour avec 54% des voix. Mais ces résultats ont été immédiatement rejetés par le Conseil constitutionnel qui était dirigé par un juge fidèle à Laurent Gbagbo. Le Conseil constitutionnel a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur avec 51% des voix. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, chacun soutenu par différents organes électoraux, ont prêté serment au poste de président ivoirien. Le pays avait maintenant 2 présidents. Au moment où s'organisait la cérémonie d'investiture de Laurent Gbagbo, les partisans d'Alassane Ouattara sont entrés dans Abidjan et ont commencé à manifester leur opposition. Ils ont créé des barricades en bois dans les rues d'Abidjan. Pendant 5 mois, le pays a eu 2 présidents, chacun revendiquant la légitimité. La lutte entre les 2 camps a dégénéré en violence. Plus de 3000 personnes ont été tuées et environ 1 million ont été déplacées par la violence vers d'autres parties du pays voisin. La Côte d'Ivoire était de nouveau au bord de la guerre civile. Mais Laurent Gbagbo est resté provoquant et a accusé les Français d'être les maîtres derrière le chaos. Cette impasse a rapidement pris fin après que le combat ait fait rage pendant de nombreux jours. Des soldats fidèles à Alassane Ouattara, appuyés par l'armée française ainsi que les forces avancées des Nations Unies, ont arrêté Laurent Gbagbo dans la résidence présidentielle entouré de sa femme Simone et son fils Michel et une poignée de loyalistes. Après avoir été capturé, Laurent Gbagbo a d'abord été amené au quartier général de Alassane Ouattara, puis dans le nord du pays. Laurent Gbagbo a vécu en résidence surveillée pendant 8 mois avant d'être transféré à la CPI. Alassane Ouattara a été nommé président le 21 mai 2011. Laurent a été jugé à la CPI pour meurtre, viol, violence sexuelle et persécution entre autres crimes contre l'humanité. Laurent Gbagbo a été acquitté par la CPI en 2019 de ses accusations de crimes de guerre. Alassane Ouattara a également gracié Laurent Gbagbo et lui a permis de revenir en Côte d'Ivoire pour cause de réconciliation et de paix. Ainsi prend fin notre documentaire. Merci et à la prochaine.